Bien, vous savez que c'est donc un cycle de rencontres qui se tiennent dans ces bibliothèques depuis environ 2 ou 3 mois et qui consiste à propos et à l'occasion de la sortie d'un livre de réunir ses auteurs et un public de choix. Ce soir, un ouvrage qui est assez particulier, parce que c'est un livre sur les livres qui s'appelle Raison d'écrire, livre d'architecte, 1945-1999, donc qui couvre un champ de plus d'un demi-siècle, et qui est co-dirigé par Pierre Chabard, qui est ici, et par Marilena Courgnetti. Je vais déjà vous les présenter, ensuite on va vous présenter le propos du livre, qui est, pour l'essentiel, fait de 7 analyses de cet ouvrage, qui sont considérés comme des ouvrages clés dans l'histoire de la pensée architecturale, pour architectes en tout cas. Ce sont des ouvrages d'architectes pour architectes. Ce ne sont pas des mémoires de Pouillon, par exemple, ce ne sont pas des livres de ce genre. Alors, je présente d'abord Topalov, parce que c'est un invité un peu particulier, Christian Topalov, qui est un sociologue. Et lorsque j'étais étudiant, vous étiez un sociologue marxiste lié au Parti communiste, et j'ai encore dans ma bibliothèque, malheureusement, ils m'ont embrassé 5 ou 6 de vos livres parus au Centre de sociologie urbaine, des ouvrages très austères, mais enfin nous étions austères, sur les promoteurs immobiliers, 3 volumes, Capital et propriété foncière, la promotion immobilière privée en région parisienne et les promoteurs immobiliers. Vous avez édité des livres comme ça sur la promotion pendant pas mal d'années, 7 ou 8 ans peut-être. Et puis ensuite, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez à l'École des hautes études en sciences sociales, dirigé avec l'historien Bernard Le Petit, un séminaire qui a une très grande fortune, qui s'appelait La ville des sciences sociales, et qui a beaucoup inspiré le projet dont nous allons parler ce soir. Vous l'avez animé durant 6 ou 7 ans, jusqu'à la mort de Le Petit, puisque Le Petit est mort en 1996. Un ouvrage est paru, un ouvrage en quelque sorte posthume, c'est celui-ci, La vie des sciences sociales, qui avait été organisé par l'historienne Bakouche, qui travaille beaucoup sur Paris et sur nos sujets, sur l'urbanisme aussi. Elle a fait un livre magnifique sur la Seine, notamment il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Donc il y a cet ouvrage-là, il y a l'ouvrage Les divisions. Alors ça c'est assez proche parce que c'est aussi, ce sont 8 essais sur 8 urbanistes célèbres, Alpvax, Marcel Poët, je ne sais plus quel, enfin il y en a comme ça 8, beaucoup de Français, mais aussi des Max Weber, enfin des gens divers. Donc c'est un modèle vraiment extrêmement proche de celui-là, et on pourra peut-être évoquer leurs différences, parce que j'imagine qu'il y a des différences, ne serait-ce que parce que cet ouvrage-là est ancien, il a 25 ans à peu près, c'est ça, je ne me trompe pas, je calcule mentalement à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez dirigé un ouvrage sur les divisions de la ville, et puis vous avez fait un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'aventure des mots de la ville, qui est paru sur près de 1600 pages en 2010, de la collection Bouquins de Robert Laffont, et qui est un projet tout à fait extraordinaire. Ceux qui ne l'ont pas acheté ou lu, je les invite vraiment à le faire. Non seulement c'est un usuel, mais c'est un livre presque captivant à lire, bien qu'il soit énorme, à lire par fragments ou par morceaux. C'est l'analyse de 3000 mots concernant la ville, ou l'urbanisme, plutôt la ville, et qui font l'objet d'un très grand nombre d'articles, il y en a plus de 250, qui étudient de façon extrêmement fine les variations de signification de ces mots dans diverses langues. Je ne sais plus combien il y a de langues, il y a 8 langues ou 10 langues. Et c'est un ouvrage absolument extraordinaire que cette confrontation de choses assez banales comme rue, place, mais aussi des mots plus rares et plus sophistiqués dans diverses langues. C'est une chose qui a été faite par 160 auteurs, donc c'est un projet scientifique très grand, très lourd et très, très coûteux, mais qui a abouti à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Marilena Courgnetti, qui est à ma droite, est d'origine grecque, enfin elle est grecque. Elle a eu un diplôme à Salonique, puis en 91, puis à Belleville en 92, à Invillemain en 93, puis aux hautes études en 94, donc chaque année un diplôme supplémentaire. Elle gravit des échelons, et elle attend de gravir encore un échelon supplémentaire, puisqu'elle a préparé un doctorat qui n'est pas soutenu, qui est un doctorat qui portera sur Tim Ten, donc sur ce moment clé de la rupture avec les anciens Siam, survenus dans les années 50 et 60. Et c'est une thèse qui visait quand le sujet a été déposé, on verra quand il sera soutenu. Vous le soutenez quand ? Fin de cette année. Qui vise à montrer ce qui fait tenir ensemble ce mouvement de rupture, ce mouvement assez fractionné et assez informel qu'est le Tim Ten. On parlera peut-être du caractère informel de Tim Ten, puisque justement son article à elle est consacré à Tim Ten et à un ouvrage qui s'appelle Tim Ten Primer, qui a été édité par une des membres du Tim Ten, qui s'appelait Alison Smith. Vous êtes en charge des archives de la
Et vous avez été célèbre dans l'hiver 2010-2011 pour avoir été victime d'un plagiat. Beaucoup de gens sont victimes de plagiat. Le vôtre a eu les honneurs de la presse et a fait l'objet d'un débat public assez limité à nos milieux, mais quand même qui a pas mal scandalisé. Pierre Chabard, vous êtes architecte et pas historien, hein, de formation aussi, ah oui. Enfin, j'ai fait une thèse en histoire. Une thèse, oui, la thèse, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'une thèse, c'est une formation? C'est une auto-formation. Diplômé à Belleville en 98. Et j'ai oublié de dire, vous enseignez maintenant à Paris-la-Villette, Marie-Léna. Val-de-Seine. À Val-de-Seine. C'est ce que je voulais dire. Vous enseignez actuellement à la Villette et à l'école spéciale. Vous avez eu un parcours comme ça, intellectuel assez curieux, puisque vous avez commencé par travailler par les premiers catalogues d'Archilab. Oui. Les 4 premières sessions, c'était les années 99 à 2003. Donc dans un environnement intellectuel qui était déjà celui de l'histoire, mais vous avez peut-être un peu changé de héros ou de sujet ou de moment. Enfin, on a plusieurs vies. Hein. Oui. On n'en a que 2, d'après James Bond. Et ensuite, vous avez participé au comité de direction du Visiteur, en tout cas dans les dernières années du Visiteur. Et puis, quelques années après que le Visiteur avait disparu, c'était en 2003, 5 ans après, vous avez été, avec plusieurs des anciens membres de rédaction, un des fondateurs de cette revue qui en est peut-être à son 12e numéro. Le 13e va sortir dans quelques jours. Qui s'appelle Criticat et qui est un repère et une revue tout à fait importante pour qui s'intéresse à la critique architecturale et à l'histoire et à la pensée sur la ville. Vous aviez écrit d'ailleurs qu'il s'agissait là d'élaborer un discours critique, et un discours critique qui romprait avec tout jargon et qui serait accessible aux non-spécialistes et qui même pourrait intéresser les intellectuels au sens un peu large. Y avez-vous réussi ? Je sais pas, c'est l'idéal qu'on poursuit en tout cas. Je pense que ponctuellement, on arrive à nouer des échanges avec des intellectuels qui ne sont pas des architectes. Mais il faut reconnaître que 95% de nos abonnés sont architectes. On est dans un monde assez clos, on s'en plaint, on en souffre depuis toujours. Mais nous ne renonçons pas. Non, pas. De toute façon, c'est toujours un horizon qu'il faut se fixer. Exactement. Et vous avez soutenu, il y a 5 ans, en 2008, une thèse sur Patrick Geddes. Patrick Geddes, c'est un biologiste, un sociologue, un urbaniste écossais, très célèbre pour ses commentaires du développement des villes, qui vivait un peu comme un biologiste, en effet, avec des mots de biologiste souvent. Il était formé comme biologiste. Oui, oui. Et dont, très étrangement, l'ouvrage très important qui s'appelle L'évolution des villes n'a été traduit en français que assez récemment. 70 ans après sa 70 ans, alors que lui-même était mort en France, à Montpellier. Oui. Pourquoi était-il mort à Montpellier, d'ailleurs ? Parce qu'il y a passé les 10 dernières années de sa vie, où il a, développé son dernier projet, qui était une sorte d'abbaye de Thélème, ouverte aux étudiants étrangers, sur les hauteurs de Montpellier. Et pourquoi a-t-il eu peu de reconnaissance en France ? Il y a plein de raisons à cela, mais je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'écho dans le monde anglo-saxon avant les années 50. Ouais. Son œuvre avait été un petit peu oubliée et redécouverte à la faveur des débats sur le regional planning, puis sur l'écologie urbaine beaucoup plus tard. Donc c'est un penseur qu'on redécouvre régulièrement à des moments clés du débat sur l'urbanisme. Il a été accessoirement et un peu accidentellement l'auteur du premier plan de Tel Aviv, de la Tel Aviv moderne. Oui. Je ne sais pas si on considère ça comme une chose importante dans sa propre biographie ou oui, que les Israéliens considèrent comme très important. La plupart des historiens de l'urbanisme ont travaillé sur cette partie-là de son œuvre, oui. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai travaillé plutôt sur son travail de commissaire d'une exposition itinérante assez importante au tournant des années 1910. Alors voilà, vous avez donc animé un programme de recherche avant d'animer un ouvrage qui était financé par le Bureau de la Recherche, le BRA, mais qui n'était pas une commande, hein, comme il y a souvent des appels d'offres. Il ne s'agit pas d'un appel d'offres, il s'agit d'une initiative que vous avez proposée. Quelle était l'idée de ce programme de recherche ? L'autre, hein. Alors, c'est pas vraiment un programme de recherche, c'est-à-dire que effectivement, ce livre a été publié grâce à une subvention du BRAUP, mais qu'on a obtenu sur la base du manuscrit, donc vraiment en toute fin de course. Hein, donc c'était une aide à la publication. En réalité, ce travail émane d'un petit groupe de chercheurs qui se connaissaient, qui, pour une part, ont gravité autour des séminaires de Christian Topalov à l'EHESS. Et
progressivement, on s'est rendu compte qu'on travaillait un peu de la même façon sur un peu les mêmes types d'objets, et en particulier sur les livres d'architectes. Et donc, c'est à partir de ce constat, finalement, qu'on a monté une première journée d'études, où on a essayé de croiser un peu nos enquêtes. Et de cette première journée d'études est née l'idée de cet ouvrage. Voilà. Ce n'était pas dans ce séminaire-ci de Topalov, c'est un séminaire plus récent. La ville des sciences sociales s'est poursuivie bien après la mort de Bernard Le Petit. C'est ça, oui. Et Ah oui, donc cet ouvrage n'est pas conclusif. Oui, on pourrait faire un nouvel ouvrage, peut-être avec de nouvelles contributions. D'ailleurs, il y a eu un numéro spécial de la revue Genèse qui publiait une série d'interventions dans le séminaire de la ville des sciences sociales 2, qui est paru en 2005, je crois. Alors peut-être, Christian, vous pourriez nous parler un peu du séminaire tel qu'il s'est poursuivi, surtout après la mort de Le Petit, puisque avant, on a cet ouvrage qui... Vous avez combien de chercheurs ou d'auditeurs? C'est un séminaire où ça pouvait fluctuer, mais une vingtaine ou parfois même une trentaine de personnes. C'est un séminaire qui allait, comment dirais-je, qui à la fois, je crois, attirait l'attention, puisque des jeunes chercheurs y participaient, puis d'une autre façon, qui allait complètement à contre-courant de ce qu'on fait d'habitude, parce que les livres dont nous parlions, sur lesquels nous menions enquête, disons, dans ce séminaire, sont souvent considérés dans les disciplines respectives canonisés comme des classiques. Et parler de classiques comme nous essayons de le faire dans ce séminaire est une chose qui à la fois est très intéressante, très excitante, souvent assez drôle, mais qui est vouée à l'échec. Parce que faire descendre une statue de son piédestal, c'est très très difficile. Et une fois qu'elle est par terre, il y a immédiatement quelqu'un pour l'y replacer, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi ça peut continuer sans cesse. C'est une entreprise sans espoir. Et que les 15 ou 20 auditeurs, on n'appelle pas ça des auditeurs, mais enfin chercheurs, je ne sais pas comment vous appelez, produisent tous un article? Non, seulement certains d'entre eux, bien sûr, étaient sollicités, oui. Ah oui, donc vous n'avez pas produit d'article dans ce cas de séminaire, par exemple? Moi, si, en fait, j'avais été invité dans la deuxième version du séminaire, et j'avais fait une présentation sur l'évolution des villes de Patrick Guedes, qui a fait l'objet d'une publication dans Genèse en 2005. Ah oui. Donc c'était... pour moi, c'était vraiment une expérience assez fondatrice de ce qui s'est passé ensuite dans ce livre, c'est-à-dire d'interroger un livre qui m'avait été enseigné dans les écoles d'architecture comme un classique, dans sa disons, dans sa constitution, sa pérennité de classique. Et au fur et à mesure que j'ai enquêté sur ce livre, je me suis rendu compte que ce livre était en réalité composé de textes qui avaient été écrits à des périodes très différentes, qu'il rassemblait d'une manière assez artificielle, assez hétérogène, et que le devenir de ce livre était très étonnant parce qu'il avait connu plusieurs publications, et à chacune de ces publications était très largement transformée, non seulement dans sa forme éditoriale, dans son iconographie, mais aussi dans son texte. C'est-à-dire que les éditeurs successifs de l'évolution des villes de Guedes enlevaient des passages entiers, voire des chapitres entiers, et que ce soit dans des démarches de traduction ou de réédition. Ça, ce livre se reconfigurer pour se réadapter à un contexte et à des débats sur l'urbanisme qui étaient toujours différents. Donc finalement, c'est un peu l'expérience de cette première enquête en fait, qui a suscité pour moi l'intérêt, un intérêt particulier comme ça pour les livres d'architectes, hein, parce que Christian parlait de canonisation des classiques. Je pense que plus que dans d'autres disciplines, finalement, on a cette sacralisation des livres dans le monde de l'architecture. Enfin, notre regretté Michel Verne avait cette boutade que l'architecture était une religion du livre. Et depuis toute l'exégèse du traité de Vitruve jusqu'aux lectures, disons, sémiologiques et cette herméneutique textuelle des écrits des architectes,
une espèce de rapport extrêmement sacralisant au livre. Hein. Et votre Donc, lecture, c'est oui. cette sacralisation qu'on a voulu interroger. Hein. Et votre lecture, vous l'appelleriez historique, socio-historique, sociologique, Oui, critique? exactement. Enfin, socio-historique nous convient. Socio-historique. Oui, tout à fait. C'est un genre assez nouveau, en architecture en tout cas. Je ne parle pas de ce travail-là. On a quelques exemples même qui sont parus récemment. Aaron Vinegar sur Venturi, Sur quelques Venturi. autres. Il y a quelques exemples comme ça. Les travaux de Caroline de Smet sur le Corbusier. Mais enfin, c'est pas encore très pléthorique. Même sur Viollet-le-Duc, il n'y a pas d'ouvrage de ce genre. Ouais. C'est vrai je pense qu'il y a aussi un effet de génération. Hein. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont écrit dans ce livre partagent aussi une même génération. Je pense qu'il y a Et un certain agacement, vous voulez dire, contre les livres que leur maître les forçait à lire? Possiblement. Ouais, ouais. Je pense qu'on a été tous frappés aussi en faisant ce travail de l'importance de la marque qu'avait laissée l'approche barthésienne, sémiologique, sur la littérature architecturale, hein, sur l'analyse des écrits d'architectes. De François Chouet, principalement. Françoise Chouet, principalement, Oui. dont on a sorti parlera la tout à thèse, l'heure, elle a réglé le modèle, mais qui, effectivement, abordait ces écrits d'architectes sous un angle extrêmement particulier et qui a prévalu dans toute la recherche architecturale pendant plusieurs décennies. Hein, donc, et qui aussi correspond à la manière dont on nous a enseigné la culture architecturale. Donc c'est en partie pour renouveler le regard sur ces livres qu'on a mené cette recherche. Je disais donc que c'est un livre qui comprend 7 articles, alors que le livre de Topalov et Le Petit en comprenait 8, donc on voit que le modèle n'est pas très loin. Ce sont des articles d'une vingtaine de pages, là aussi, j'imagine, un peu plus peut-être là. Enfin, c'est pas tout à fait la même maquette, ils sont plus longs là, je crois. 9 textes. C'est je crois que 7 études de cas, oui. mais il y a 9 textes parce qu'il y a l'introduction. Ah, mais ça je sais bien, mais Et il y a la 7 postface, oui, il y a sept 7 enquêtes, je veux dire. Il y a 7 enquêtes autour de, je vais quand même énoncer le nom des sujets parce que pour que ça fasse un peu d'écho dans nos esprits. Ce sont donc des articles des articles du demi-siècle, en gros du 55 ans. Ça. Les trois établissements humains de la Scorale ou de Le Corbusier, enfin signé finalement Le Corbusier, 1945, qui était traité par Effie Marcoux, The Image of the City de Kevin Lynch, nous voici ici l'édition française chez Duno, qui est un ouvrage de 1960, qui a été traité par Clément Auriard, le Tim Ten Primer que vous avez traité, Marie Lena, qui est ici, dans sa version, la dernière version, enfin avant la version de poche, l'architecture de la Città d'Aldo Rossi, ouvrage que beaucoup, j'imagine, ont lu, qui existe en français. Ça, c'est l'édition italienne, ça, oui, édition de poche italienne, qui a été traitée par Annick Tanter-Toubon. Learning from Las Vegas de Stephen Isnour, Denis Scott Brown et Robert Venturi, qui est de 68, qui a été traité par Valérie Didlon, donc c'était plus ou moins le sujet de la thèse. Enfin, la thèse était consacrée à la réception de cet ouvrage-là. Formes urbaines de Lilo Alabar, qui est le type même du manuel français des années 70 et 80, de Castex, De Paul et Padret. Enfin, on parlera des auteurs tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup de variations. C'est un ouvrage paru en 75 dans sa première mouture et qu'a traité Pierre Chabard. Enfin, un livre très différent, il est ici, vraiment d'un tout autre genre. D'ailleurs, il est paru beaucoup plus tard, il est paru 25 ans après les autres, ou 20 ans après les autres, oui, 25 ans après les autres, qui est le premier ouvrage, je crois, important de MBRDV, qui s'appelait Metacity Data Town, qui est un ouvrage. Et qu'elle feuilleté, vous voyez que c'est un ouvrage d'un tout autre genre, même en termes physiques. Hein, et c'est Enrico Chapelle qui l'a traité. Aucun des auteurs n'est là, hein, je crois, des autres auteurs, ils ne sont pas arrivés. Voilà. Est-ce qu'il y a des manques cruels, à part ces 7? On va reparler de coulage. Oui, il y a évidemment Colas. Je Il a été pense un qu'il peu y a pas analysé par plusieurs personnes. Je pense qu'il n'y a pas de manque. Dans le sens, d'un point de vue méthodologique, il n'y a pas de manque. C'est-à-dire qu'on a essayé, à partir de ces 7 livres, finalement, d'aborder sous différents angles les spécificités de cette littérature architecturale. On pourrait multiplier, évidemment, les enquêtes, mais je pense que dans l'état de ce livre, multiplier les enquêtes n'aurait rien apporté de plus. Alors effectivement, on nous parle souvent de Rem Koolhaas, qui est un auteur clé de ces 30 dernières années, 40 dernières années, mais qui aurait mérité à lui seul finalement un
un ouvrage. C'est-à-dire que chacun des angles sous lesquels on a analysé ces 7 livres, on aurait pu l'appliquer à un seul livre, peut-être New York Délire. Et ça aurait constitué... Et Samuel Ixel a été analysé. Hein, il y a au moins 2 articles par une américaine, je crois, dont Criticat a publié une partie, il y a quelques années. Non, en fait, c'était dans Le Visiteur. C'est C'était un Visiteur, Joseph Shaw, qui maintenant est le graphiste de Criticat. Oui, c'est Joseph Shaw. Ouais. Et puis, par ailleurs, plus récemment, il y a eu un très bon article de Catherine de Smet aussi sur la genèse et la forme, surtout la forme éditoriale de cet ouvrage qui est assez singulier. Et sinon, il n'y a pas d'autre, à part le grand idéologue et doctrinaire contemporain, il n'y a pas de... Enfin, à vrai dire, c'est les larrons qui ont fait l'occasion. Enfin, c'est comme vous étiez réunis à 7 personnes. Il y a une partie du choix qui tient au fait qu'on avait travaillé sur ces livres, mais peut-être un des manques, ce serait Françoise Choé, justement. Oui. Oui, mais ce n'est pas... Bon. François Choé n'est pas architecte. Donc, un premier critère des choix... Donc, d'abord, les choix n'étaient pas de l'exhaustivité. Kevin Nish n'est pas architecte. Oui, mais il est dans les... Bon, ça pose le problème. C'est-à-dire, le livre de David Lynch, ce n'est pas un méta-livre quand même. Tandis que le livre de François Choé, c'est un méta-livre. Donc nous, on a voulu travailler sur des livres écrits par des architectes, lus par des architectes. Et c'est ces premiers critères qui étaient importants pour nous, pour voir en fait les usages de ces livres. Donc, ce n'était pas une question d'exhaustivité, de traiter tous les livres classiques, très connus, etc. Ça pose une des questions, disons, qu'on a essayé de traiter dans l'introduction, c'est quelle est la délimitation de ce corpus, quoi, où ça commence, où ça s'arrête, la littérature architecturale. Donc, on a essayé d'y répondre dans l'introduction, justement en faisant ce choix de traiter de livres d'architectes. C'est pas forcément écrit par eux, mais en tout cas dont les architectes font usage. Et à ce titre, je pense que s'il y avait un livre de Françoise Choé qui aurait pu rentrer dans notre étude, c'est plutôt Urbanisme, Utopie et Réalité, qui est aussi un livre sur les livres, d'une certaine manière, mais qui a été d'un usage récurrent, abondant dans les écoles d'architecture. Alors, vous protestiez, Marie-Léla, parce que je disais qu'il n'y avait que 7 articles, alors qu'il y en a en effet 9. Le premier est une préface, le second est une conclusion ou une postface. Votre introduction, justement, pose un certain nombre de questions de méthode et insiste, comme d'ailleurs le fera ensuite la postface, sur le caractère instable de ces ouvrages. Et c'est une chose qui est très extraordinaire, c'est en effet leur instabilité comme objet physique, comme composition ou structuration intérieure, comme graphisme, comme titre parfois, et jusqu'au nom des auteurs. C'est que les auteurs parfois disparaissent ou apparaissent. Voilà une chose qui est quand même singulière pour des monuments, puisqu'on pourrait penser qu'ils sont quasiment pétrifiés, puisqu'ils sont des monuments de la pensée du demi-siècle. Bon, malheureusement, la bibliothèque de la Cité de l'Architecture n'a pas les différentes éditions. Donc nous, on était très attentifs à cette question des éditions successives et de métamorphose du livre à travers les différentes éditions, où, comme vous dites, on voit l'auteur qui change, donc Ascoral, les 3 établissements publiés par Ascoral et par la suite par Le Corbusier dans un autre contexte, etc. Donc moi, je voulais dire que ce qui est intéressant, c'est que Roger Chartier dit qu'un livre change par le fait qu'il ne change pas, alors que les contextes changent. Ça, à travers ses études sur les romans. Donc, à travers nos enquêtes sur les livres d'architectes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire les livres d'architectes changent continuellement à travers les différentes éditions, rééditions, et cette instabilité est en même temps, on peut dire, une expression de la dépendance des livres d'architectes au contexte, aux conjectures successives, mais c'est aussi un signe, je trouve, de sa capacité d'adaptation dans ces contextes successifs différents. Une capacité positive d'adaptation, une capacité opportuniste. Capacité d'adaptation, positive ou négative, peu importe. Mais c'est ça que c'est intéressant, c'est que c'est des objets. C'est-à-dire, on a eu une discussion avec Pierre, on disait, finalement, les livres d'architectes, ou en tout cas de cette période qu'on a étudiée, donc une période assez récente,
ont beaucoup de propriétés communes avec les projets, c'est-à-dire les architectes produisent des livres comme ils produisent des projets. Donc c'est finalement des objets hybrides qu'ils ont cette capacité d'adaptation. Pierre, je sais pas. Ce qui caractérise aussi notre approche, c'est qu'on ne porte aucun jugement sur ces métamorphoses. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ces métamorphoses, disons, dénaturent le livre, Oui. ou le détournent de son sens originel. Ce qui nous intéresse, Vous vous efforcez de ne pas porter de jugement. Il y a quand même quelques voix qui circulent un peu. C'est vrai, peut-être, ça nous a peut-être échappé. Mais en tout cas, on s'intéresse à tout. Sur Panerai, par exemple, comme personne, il y a un léger jugement qui... À la fin de votre article. peut-être, oui. Mais en tout cas, on s'intéresse à ces livres comme des analyseurs des contextes qu'ils ont traversés. Donc à ce titre, on n'a pas de jugement à porter. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la manière dont à chaque fois ils font l'objet d'un certain nombre d'usages, qui servent à un certain nombre d'intérêts. Marie-Léna. Je voulais juste ajouter que un point très important pour nous, et que c'était issu aussi du séminaire de Christian Topalov, c'est d'essayer de comprendre un moment de l'histoire à travers cette enquête du livre. C'est-à-dire non pas instrumentaliser les livres pour tirer a posteriori des renseignements pour aujourd'hui ou pour justifier des théories et des pratiques actuelles, mais essayer vraiment de comprendre quel est ce moment historique et de cette façon accepter cette distance temporelle qui nous sépare avec les auteurs et donc ainsi saisir aussi le détournement des sens, etc. Donc c'est-à-dire essayer d'appliquer une analyse qui évite l'anachronisme. Oui, ça je veux dire, vous y parvenez parfaitement, même si j'ai noté parfois pour m'amuser un peu des jugements. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des jugements quand même de valeur quand on lit un ouvrage. Un petit peu. Même si on le garde dans son compte à soi, on a une vague idée quand même du talent ou de la capacité d'écriture ou de la beauté graphique ou de la pertinence d'un point de vue. Ouais, ou de la légitimité des métamorphoses. Par rapport à ces jugements qui sont légitimes, c'est l'autoréflexivité nécessaire pour objectiver tous ces phénomènes, tous ces objets éditoriaux, tous ces usages éditoriaux, et de les soumettre à l'analyse, mais aussi de se questionner soi-même par rapport à ces livres. C'est-à-dire que ces livres composent notre bibliothèque, notre culture d'architecte. Donc il faut préciser que ce n'est pas de la critique littéraire en chambre. Si vous ne prenez pas un ouvrage pour en juger, c'est de la recherche. Et c'est de la recherche de sources notamment. Donc c'est de la recherche dans des fonds d'archives, c'est de la recherche dans des endroits parfois éloignés. Il faudrait peut-être que vous précisiez, comme par exemple vous qui avez travaillé sur Tim 10, donc c'est un mouvement international, quelles sont les sources que vous avez utilisées? C'est les sources et les fonds d'archives qui se trouvent à NAI, à Rotterdam et à ETH à Zurich. Mais ça veut dire que toutes ces enquêtes, comme pour la plupart étaient menées dans le cadre des doctorats, des ASDR, etc., mobilisent tous des fonds d'archives, d'entretien, etc. Et ça, c'était le point de départ. Vous n'avez pas en général été rencontrer les personnes? Si, bien sûr. Si. Moi, dans mon cas, je me suis entretenu longuement avec les 3 auteurs du livre. Oui. Donc c'est aussi vraiment l'idée que pour parler de ces livres, il faut aussi sortir du livre. Oui. C'est-à-dire que, contrairement à Françoise Choé qui revendiquait de s'enfermer, je la cite, dans l'introduction de La règle et le modèle, elle dit avoir voulu s'enfermer dans l'espace du texte de ces écrits instaurateurs qu'elle analyse. Au contraire, on a voulu chercher au contraire à sortir du livre et d'analyser tous les phénomènes intellectuels, sociaux, institutionnels, observables autour de ces livres et de leurs usages. Et pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, évidemment, l'entretien avec les auteurs quand ils sont vivants, c'est une source capitale, même si effectivement faut la relativiser, la croiser avec les archives. Et ça, Christian Topalov, c'est une ligne, un point de vue, une doctrine intellectuelle que
Une doctrine, bien sûr, que vous c'est pratiquez. beaucoup dire, mais je crois que ce livre est le résultat d'une rencontre heureuse entre une génération de jeunes architectes et, je dirais, les sciences sociales, pas les sciences sociales en général, mais ces sciences sociales réflexives, critiques, auxquelles Pierre, à l'instant, faisait allusion. L'usage, d'ailleurs, du mot « enquête » pour décrire ces chapitres est assez caractéristique. Un livre, on peut le lire, se l'approprier, en faire ce qu'on veut, bien entendu, mais on peut aussi transformer ça en un document, en une archive en quelque sorte, sur laquelle il importe de faire enquête avec les méthodes des sciences sociales. Et de ce point de vue, les leçons viennent de toutes parts. Je pense tout simplement à cette splendide idée de l'historien anglais Eric Hobsbawm sur l'invention de la tradition. Voilà. Ce terme un peu explosif qui s'applique à beaucoup de traditions, et notamment les traditions nationales, par exemple, peut très très bien s'appliquer aussi à ces icônes de la théorie architecturale que sont les ouvrages évoqués. Évidemment, tout ça a une dimension, comment dirais-je, potentiellement critique au sens méthodologique ou épistémologique du terme, mais aussi critique au sens polémique du terme. C'est effectivement une action sur les livres, une action de plus sur les livres, bien sûr, mais qui invite à les regarder d'une autre façon. Voilà. Depuis quelques années, notamment depuis que dans le milieu des chercheurs en architecture ou en urbanisme, les théories de, comment il s'appelle, Jauss, un allemand, critique littéraire allemand, ont eu un énorme succès. C'est il y a 10 ans peut-être. Oui, dans le monde de l'architecture, c'est pas beaucoup plus peut-être. Oui, la traduction du bouquin chez Gallimard, c'est une quinzaine d'années, mais il y a eu un très grand culte de la réception. C'est-à-dire que voici un ouvrage architectural ou un ouvrage écrit ou un bâtiment. Comment a-t-il été reçu par les générations, par les milieux différents? La réception, c'est assez difficile à traiter quand même, sauf si on possède un corpus un peu exhaustif de coupures de presse ou de... Mais là, il me semble qu'il y a une chance extraordinaire qui a été justement mentionnée par Marie-Léna et Pierre tout à l'heure, c'est que la réception, habituellement, se situe du côté de celui qui lit. Bon, et là, il y a effectivement une difficulté de méthode pour faire enquête. Mais là, la réception transforme l'objet. Oui. Elle transforme matériellement, comme vous le soulignez, l'objet. Et donc, c'est une chance, enfin, les livres d'architectes donnent une chance tout à fait particulière à regarder la réception, non pas comme simplement le sens donné à un objet culturel, mais comme une coproduction de l'objet culturel par ceux qui l'utilisent et ceux qui, jadis, peut-être, lui ont donné une première version, en quelque sorte. Et ça, c'est une particularité peut-être de ce genre de livre. Ouais. C'est démontré de manière parfaitement exemplaire dans le chapitre de Valérie Didlon, justement, oui, qui montre que les 3 éditions successives de Learning from Las Vegas répondaient très directement à la polémique que la précédente avait suscitée. Oui. Et depuis le premier numéro de The Architectural Forum en 68 jusqu'à la première édition de Poche qu'on voit ici, les de Poche, ont en permanence cherché. Elle n'était pas paperback, hein. Elle était reliée quand même, elle était cartonnée la première. Celle de 77 ? Ce format-là, cartonné. D'accord. Et ce format et cette couverture en cartonné. Voilà. Mais donc, par rapport à l'édition de 72, qui elle était un album très luxueux, que l'éditeur avait voulu... 4 ou 5 000 euros sur Internet. Oui, tout à fait, qui est très cher, un objet de collection, mais que, disons que et qu'on trouve dans les bibliothèques d'architecture. Que les Venturi avaient réfuté, que ce n'était pas tout à fait le livre qu'ils voulaient faire. Donc on voit comment les auteurs, finalement, ne font jamais tout à fait le livre qu'ils veulent faire et sont tout le temps rattrapés par la réception polémique de leur livre. Donc il y a toujours un espèce de décalage et c'est finalement assez drôle de retracer finalement ces malentendus producteurs de sens et producteurs de livres, producteurs de formes. La réception, bien sûr, c'est la réception critique, c'est ce que Valérie Didlon avait notamment étudié à propos de Learning from Las Vegas, mais c'est aussi la réception chiffrée, je dirais commerciale. Là-dessus, on a très peu de certitude en général. Oui, c'est vrai on connaît très peu les chiffres de diffusion. Documenté, oui. Mais de toute façon, tous ces on connaît le nombre d'éditions, éventuellement. Mais bon, une donnée, c'est que tous ces livres sont réédités plusieurs fois. Oui. Réimprimés. Réimprimés, traduits. Oui, donc il y a tout un itinéraire de circulation. Tim Tain Primer, par exemple, n'a pas eu d'édition en d'autres langues.
ni en Non. japonais, ni en Non. quelque langue que ce Non. soit, ni en néerlandais. Non, et il y avait 3 éditions, en fait, différentes. On va revenir après sur les deux, peut-être sur les deux monographies que vous avez pu écrire l'un et l'autre, puis on va rester sur des considérations un petit peu plus générales. Oui, vous dites que les livres sont aussi pour leurs auteurs, architectes, des sortes d'instruments. Vous l'avez à nouveau souligné il y a 5 minutes, d'instruments d'action, soit pour leurs idées, soit pour leur carrière, qui peut être une carrière universitaire ou une carrière de constructeur. C'est manifeste dans les travaux des uns et des autres. Vous pouvez parler parfois au nom des auteurs absents, ce serait pour qu'on ne parle pas que de... Oui. Comment ressentons ça je ne sais pas, chez Venturi ou chez Lynch. Enfin, Lynch, c'est un universitaire, donc... Tout d'abord, quand on dit... c'est-à-dire, ça, c'était le point de départ, en fait, de ce projet du livre. C'est-à-dire qui était généré par ce qui nous posait problème, que c'était la séparation entre le monde des idées, d'un côté, des théories, et le monde des choses, du bâti, des pratiques de l'autre côté. Donc, on a voulu démontrer qu'il n'y a pas cette séparation et que les livres font partie de cette réalité et agissent sur elle. Donc, par exemple, Effie Marcu, elle montre avec les 2 éditions d'Ascoral, des 3 établissements humains. Donc, première édition Ascoral en 1945, et les livres essayent de se positionner face à l'aménagement du territoire. Deuxième édition en 1959, Les œufs perdus, gagné par les ingénieurs. Donc, le livre, il est réédité sous le nom seul de Le Corbusier, cette fois-ci, et essaye de prendre position sur les nouvelles perspectives qui ouvrent les grands ensembles. Donc, voilà comment un livre se transforme, parce que les contextes changent. Sans que se plaignent ou osent se plaindre les autres auteurs. Voilà. Donc, Ascoral disparaît. Lotz le signale un peu dans son ouvrage de mémoire qu'il a fait paraître il y a 20 ans, je ne me souviens plus très bien. Il se plaint un peu. Enfin, il insiste sur le fait qu'il a rédigé des parties entières de ça et qu'ensuite Le Corbusier a mis son nom. Mais comme il vénère absolument Le Corbusier jusqu'à la fin, il ne s'en plaint pas trop, quoi. Mais c'est vrai que c'est une captation de travail collectif, là. Voilà. Pour répondre à un agenda opérationnel, professionnel, qui lui-même évolue dans le temps, au fur et à mesure des opportunités et de l'évolution de la commande. Il me semble que parmi les facteurs qui ont pu jouer aussi, c'est des actions sur le livre qui sont exercées plus tardivement, en gros par les professeurs. Nombre de ces architectes n'ont pas spécialement enseigné, bien sûr, mais aujourd'hui on enseigne sur eux. Et donc il y a des architectes de papier, généralement ce sont mes amis, qui parlent des livres d'architectes et qui d'une certaine façon opèrent très puissamment pour transformer ces objets protéiformes en bouquins, quoi. En livre de poche, en manuel, en livre de poche, en livre à administrer à des étudiants. Et c'est les deux processus qui se dégagent assez fortement de toutes ces monographies. Il y a un processus pardonnez-moi la barbarité du mot, de librification, de transformation de l'objet en livre d'abord, et ensuite d'autorisation, d'administration d'un auteur et d'un seul sur des... Et ce double processus, à mon avis, sociologiquement, est très lié au fait que le monde de l'enseignement de l'architecture s'empare de ces objets pour en faire des outils d'enseignement. Voilà. La transformation d'un livre est assez curieuse parce qu'elle va souvent d'un objet qui est le fruit d'une recherche ou d'une exposition, quelquefois, ou d'une rencontre, ou une espèce de collection d'articles qu'on demande à des copains pour un numéro d'architectural design, par exemple. Donc on a une chose un peu hétérogène, et puis ça s'achève presque toujours dans une sorte de livre de poche, presque sans illustration. Donc ça, c'est assez frappant. On part ça a été le cas pour Learning from Las Vegas, encore qu'il ait gardé ses illustrations. Mais c'est souvent le cas. On voit l'ouvrage comme ça
pour des raisons économiques notamment, et commerciales et de diffusion, C'est un peu la s'appauvrir de oui, sa bien sûr. spécificité. Les éditeurs, ils graphique. sont pour quelque chose, vous avez mille fois raison, mais encore faut-il qu'on demande aux éditeurs de faire ces opérations. Et là, je crois que l'enseignement joue un rôle essentiel. Et il n'y a pas que l'architecture qui est prise dans ce mouvement-là. C'est vrai de toutes les disciplines. La plupart des actions sur les livres du passé consistent à les décontextualiser, à s'en emparer et à prétendre, disons, que ce sont des livres du présent. Moi, je vois, enfin, je m'occupe, comme d'autres, de revues, enfin, je m'occupe de Genèse en particulier, et je vois arriver des articles où on a, par exemple, Max Weber, 2005. Vous voyez, ça, c'est la référence bibliographique. Y compris chez les universitaires. Je vous Bien l'ai remarqué. entendu, les universitaires cultivent ça. Oui. Ce sont les premiers à décontextualiser les ouvrages qu'ils enseignent, vous comprenez. Alors, bon, c'est un travail inverse qui, je crois, a été entrepris par cette équipe. Mais par exemple, si vous prenez Rem Koolhaas, Learning from Las Vegas, un contemporain aujourd'hui, un garçon de 30 ans, une fille de 30 ans, qui l'achète dans une version de poche, n'a aucune idée de ce qu'est le livre. Aucune idée, ça n'a rien à voir. C'est un ouvrage qui a été conçu avec une maquette puissante, efficace, émouvante, et qui devient un livre de poche dans lequel reste le texte, mais complètement coupé de sa forme et de son activité. C'est très étonnant dans le cas de New York Délire, par exemple. L'édition, disons, de poche qu'a publié Parenthèse, par exemple, qui publie le livre comme s'il avait été écrit avant-hier, sans une sorte d'introduction critique qui refasse le chemin depuis 78. C'est assez frappant. Et c'est vrai que les étudiants achètent ce livre, un objet d'aujourd'hui. Il y a aussi ce phénomène des dernières 10-15 ans des anthologies, où il apparaissent tout le temps des extraits des différents livres recomposés avec une quinzaine des anthologies, notamment anglo-saxons, qui remet de façon synchronique, on peut dire, ils font une compilation des différents textes et qui redonne un nouveau paysage, ils les réactualisent. Et qui réoriente la lecture de ces textes. Alors, du coup, votre livre a le mérite de présenter des pleines doubles pages sur les ouvrages pour qu'on en juge. Parfois, ça peut être comparé à diverses éditions. Je ne sais pas s'il y a une double page des trois établissements humains, mais en tout cas, si, voilà, ça c'est l'édition. Je crois qu'il y a toujours deux doubles pages. Une édition, par exemple, de l'édition de Jean Petit, aux éditions de Minuit. Ça, c'est l'édition originale, un peu assez modeste de l'immédiate après-guerre. Les couvertures sont en général données complètement. Donc vous avez ici la Scora, vous avez une édition Jean Petit, une édition de Minuit, dans la tradition des éditions de Minuit, qui est différente. Donc c'est aussi une façon aussi assez importante de montrer l'objet tel qu'il est graphiquement et physiquement, et dans sa capacité ou son désir de séduire. Dès lors qu'on portait un regard sur le livre comme objet qui se transforme, comme objet qu'on fabrique, comme objet qui a une matière, qui est plus ou moins luxueux ou pauvre dans sa matérialité, il était nécessaire d'en rendre compte graphiquement dans l'ouvrage. Et là, je tiens à remercier Marc pour sa patience, parce qu'on a eu beaucoup de revendications graphiques sur ce livre. Et Marc nous a fait l'amitié de répondre à toutes nos attentes. Et je pense que voilà, c'est quand même au bénéfice du livre. Il faut souligner que l'évolution ne va pas toujours dans le sens de la dégradation. Parce que, par exemple, les trois établissements humains, l'édition d'après-guerre est extrêmement misérable. Enfin, alors que l'édition Jean Petit est magnifique, du point de vue, est objectivement magnifique du point de vue de l'art graphique. Vous avez... vous, Marie-Léna, travaillé sur un ouvrage qui était très complexe du point de vue graphique, parce que le projet de Tim Ten, il faudrait peut-être rappeler ce qu'est le projet de Tim Ten, d'abord, si les gens ne le savent pas ici, dire en deux mots, et puis expliquer comment cette réunion de choses assez composites venues des Pays-Bas ou de Grèce ou de diverses régions d'Europe rendait compte de l'idéologie de Tim Ten ou de leur démarche. Pour dire vite, les Tim Ten sont censés être la dernière génération des architectes modernes à l'intérieur des Siam. Donc, mais ce qui est intéressant dans ces livres, c'est que c'est le seul livre qui publie en tant que groupe en 1962, c'est-à-dire après la dissolution des Siam, et qui est censé, ce livre, d'inventer une nouvelle identité à ce groupe qui ne fait ni de projets architecturaux ensemble et dont les membres changent dans le temps.
Donc, c'est quand Dont les même membres change dans le temps. Donc, Ah oui. dans les différentes rééditions, les groupes Oui. changent. Donc, c'est un objectif assez difficile. Et en même temps, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce livre est l'analogie de leur démarche architecturale. Oui. C'est-à-dire, il est composé de façon qui propose de faire le processus de structuration de l'espace et d'urbanisation. Donc nous avons, c'est-à-dire des différents fragments textuels et visuels qui sont écrits par des différents membres dans des moments historiques différents et qui se recomposent en collage synchronique en 1962 pour donner un socle commun. Il faut préciser que certains d'entre eux ont une certaine culture sociologique ou même anthropologique, dans le cas de Anno van Eyck, par exemple, et que autant les Siam étaient une sorte de régiment, une sorte de brigade, extrêmement avec des exclusions, là c'est une espèce de groupe très informel, ils ne font pas des congrès, mais ils réunissent des meetings, tout ça, et de même, leur urbanisme se veut assez informel, assez flexible, assez susceptible de transformation. Évidemment, il y a tout un rapport de définition par rapport à la génération d'avant. Mais là aussi, dans ces groupes aussi, il y a des exclusions, des tensions, des conflits, etc. Mais bon, moi, ce qui ça m'intéressait dans ces livres, oui, mais il n'y a pas un secrétaire général, il n'y a pas une hiérarchie comme dans les Siam. Non, parce qu'à cette époque-là, les meetings étaient censés quand même démontrer que c'est une nouvelle forme d'organisation, beaucoup plus démocratique, en écho avec son temps. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que ce que c'est très intéressant avec Tim Ten Prime, c'est que c'est les livres qui construisent l'auteur. Donc, c'est-à-dire, Tim Ten existe à l'intérieur des Siam, mais une fois les Siam dissolus, c'est difficile de dire en quoi consistent ces groupes. Et donc, Tim Ten, alors, à travers cette compilation, finalement, construit cet auteur collectif. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'était aussi des réflexions dans notre livre, c'est que ce n'est pas l'auteur qui construit les livres forcément, mais c'est les livres qui fait l'auteur aussi. C'est ça, qui fait ce groupe. Mais le mot Tim Ten, il le portait en eux avant 62. Oui, il le constamment, portait parce qu'il le portait à partir de la préparation. Bon, c'était les groupes on connaît les raisons de la préparation les Siam 10. Oui. Donc, mais est-ce que cette expression Tim Ten, il l'avait déjà intégrée comme qualifiant leur groupe avant que ne paraissent les ouvrages? Oui, c'était à l'intérieur des Siam, en tant que la génération de jeunes qui étaient censés de préparer les congrès. Parce que jusqu'à là, tous les congrès étaient préparés par un groupe national. Donc là, c'était la seule fois qu'ils étaient préparés par un groupe générationnel. Du point de vue graphique, alors comment ça s'est passé entre le numéro de 62, je crois, de Architectural Design et les trois versions successives, les deux ultérieures? Comme c'est pour le cas de Lenny from Las Vegas, au début, c'était une publication dans un numéro spécial de la revue Architectural Design. Par la suite, il y avait une première édition dans un format très grand. Et par la suite, c'était l'édition à MIT Press. Donc, progressivement... Qui est celle-ci, là. Voilà. Donc, progressivement, on peut dire que la mise en page se simplifie. Donc, mais il reste toujours, voilà, donc ça c'est la version la plus simple, mais il reste toujours une compilation des textes et des fragments, voilà, différents. Donc, c'est-à-dire, c'est toute cette notion de l'œuvre ouverte, de la forme ouverte, qui était défendue par dans l'architecture, mais aussi que c'était une notion très importante à cette époque. Qui venait d'Umberto Eco, la thèse d'Umberto Eco, qui a fait l'objet d'un livre d'ailleurs. Voilà, si on montre la première édition elle est petite, là, il n'y a pas une double page plus grande? Si, voilà. Si on compare en effet la première édition, ça c'est dans la revue Architectural Design, c'est assez complexe à mettre en page dans une revue mensuelle, et la revue, et ce que vous nous avez montré, on voit qu'il y a... Surtout, vous voyez, c'est dans le sens inverse. C'est verticalement, oui. Donc on voit qu'il y a une normalisation en quelque sorte de la manière. Comment se fait-il qu'un jour apparaisse en couverture le nom de Alison Smithson? Oui, donc ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire, tout au début, on a alors cette édition de ce livre qui doit réinventer l'identité de ce groupe, et par la suite, c'est que dans l'édition de MIT Press qui apparaît le nom d'Alison Smithson. Donc, dès le début, c'est Alison Smithson
qui s'occupe de compiler ces textes, qui demande des francs-mots des différents auteurs et qui s'occupe de faire la compilation, mais son nom n'apparaît pas du tout. Au début, et c'est dans la dernière édition que son nom apparaît et que par la suite, c'est elle aussi qu'elle fait 2 autres éditions sur Tim Ten. Parce qu'elle avait effectivement été l'auteur, la compilatrice en tout cas. Pas l'auteur, L'initiatrice, la compilatrice. Voilà, oui. Oui. Donc les gens ne se sont pas plaints qu'elle mette son nom. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi en 1962, on n'a pas besoin de mettre ce nom, Oui. et pourquoi ce nom apparaît quelques années plus tard. Oui. Et bon, ça se passe très souvent avec Smithson Oui. aussi. C'est-à-dire, ils retravaillent avec leurs propres documents. Ils retravaillent leurs propres documents, Oui. ils font des ajouts, ils changent c'était la même chose avec Dor Manifesto, avec plusieurs d'autres documents, qu'on voit que l'auteur change, les documents se transforment exactement au moment où le contexte change. Et Smithson, finalement, c'est le membre par excellence des Tim Ten qui sont les plus connus, qu'ils ont les publications les plus nombreuses. Leurs archives sont à Harvard, donc ça veut dire qu'ils ont quand même un autre itinéraire. C'est des petits corbus. Et là, bon, évidemment, tous les points de la recherche anglo-saxonne jouent un rôle aussi. Et vous signalez que 3 auteurs apparaissent dans la dernière édition, Giancarlo De Carlo notamment, et d'autres disparaissent, Soltin. et qu'il y en a qui disparaît. Oui, oui. Et qui voilà, est celui qui disparaît? C'est Howell, Folker, des Anglais. Donc, Des c'est éléments pour un ça peu que je dis, marginaux ou c'est des pas- rivaux Quelle est la raison de leur disparition? Parce que, comme vous dites, comme dans les Siam, ça se passe aussi dans les Tim Tam, cette histoire-là. C'est-à-dire, ça se passe comme dans tous les groupes d'avant-garde, qu'il y a des exclusions, qu'il y a des conflits, et qu'il y a un droit d'accès, un droit de sortie. J'étais très surpris, il y a 2-3 ans, j'ai rencontré Jenks, Charles Jenks, Bon, l'inventeur Folker, du il mot a décédé. postmoderne, et je lui faisais remarquer que dans un livre dont il était auteur, l'initiateur principal, je crois, dont j'ai oublié le nom, qui était traduit sous la responsabilité de Choé en France aux éditions du Seuil, c'est un petit livre qui s'appelle quelque chose comme Lire l'architecture, je ne sais plus très bien, Signification de l'architecture. Il y a des textes de Giancarlo De Carlo, de Banham, de Rick Vert, de Van Eyck, etc. Il est très bien ce livre, il y a de bons articles. Il n'y a plus de Jenks. Alors que je lui dis, mais vous savez, vous n'êtes plus dans le... Ah bah non, il n'avait jamais su. Donc Choé, il avait foutu en l'air Dans la traduction française. le type qui avait organisé le livre en plus. Et qui avait fait Ça va dans le sens de nos hypothèses. Parlons un peu de formes urbaines de l'îlot là-bas. Ça, c'est un rapport de recherche. Donc c'est un mode d'exister assez typique de la France des années 60, la fin des années 70. En même temps assez nouveau, puisque c'était le premier appel d'offres Du Corda. Hein, Qui était une nouvelle structure pour financer la recherche. Et puis, ça a connu beaucoup de métamorphoses. C'est aussi un ouvrage extrêmement instable, pour reprendre Tout à fait. vos mots. En gros, il y a trois moments dans cette histoire. 75, le rendu de ce rapport de recherche, qui est en 2 volumes d'ailleurs. Et vous ne l'avez pas reproduit en sa couverture? Oui, c'est vrai que ça, c'est passé à la trappe, mais il y avait par ailleurs beaucoup d'iconos. Donc, et puis la couverture du rapport de recherche est extrêmement sobre. Il y a le titre et je crois quand même que les auteurs apparaissent pas forcément. Taper à la machine. Voilà. Donc c'est 2 volumes. Un premier volume qui s'appelle De l'îlot à la barre et l'autre volume qui s'appelle Analyse urbaine, qui sera publié par la suite. Aux éditions Parenthèse, mais avant... Parenthèse, première édition. Bon. Et donc, un rapport de recherche rendu dans ce premier appel d'offres du Corda, et qui va faire l'objet d'une publication partielle dans le premier numéro des Cahiers de la Recherche, je pense en 77 ou 76 ou 77, je ne sais plus. Puis la première édition chez Duno en 77, soutenue par le CERA, de cette collection-là, qui a remplacé le Corda, qui était dirigé par Jean-Pierre Alévi. C'est pas la même chose. Le centre le Corda, c'est un programme de financement de recherche. Voilà. Le CERA, c'est l'Institut C'est l'héritier de l'ancien l'Institut de bureau l'environnement. de la recherche, quoi. Non, c'est l'héritier de l'ancien Institut de l'environnement. C'est une structure
qui a eu diverses missions au cours de sa vie, mais dont, à la fin, c'était une sorte, un peu comme a été dit fait après, mais beaucoup plus petit, une sorte de courroie de transmission de l'administration, où on pouvait faire des actions. Mais qui dépend du ministère. C'était l'organe. Ça dépendait de l'école des Beaux-Arts. Voilà. Voilà. Et donc qui était dirigé à ce moment-là par Jean-Pierre Alévi, qui a Oui. été très actif pour chercher trouver un éditeur à ce livre qui aussi correspondait à l'humeur du moment. Oui. Donc d'une certaine manière, cette première édition du livre, c'est une sorte de manifeste de tout un groupe d'architectes, presque une génération, qui se reconnaît dans ce retour à la ville et dans une autre pratique de l'urbanisme. Donc c'est un ouvrage éminemment collectif en 77. Et puis, dans sa dernière édition, 97, qui va émaner d'un de ces trois auteurs, Philippe Paneret, dont le nom change de place dans la hiérarchie. Oui. Dans l'édition 77, on avait un ordre alphabétique sur la couverture, et là, le nom de Philippe Paneret prend le dessus sur Et sur De les Paul deux. vient en bas. Et De Paul vient en bas. D'ailleurs, l'ordre des chapitres change d'une édition à l'autre. Effectivement, le texte de Jean-Charles De Paul, qui est celui qui a subi le plus d'évolution, en fait, change de place. Il avait un statut conclusif et puis il cède la place à Paneret dans les éditions ultérieures. Et qu'est-ce qui fait le succès considérable de cet ouvrage? C'est typiquement un ouvrage que conseillent les profs, non? C'est à la fois un manuel et puis un ouvrage un peu idéologique. Il est l'un et l'autre, c'est un résumé historique. C'est un objet assez ambigu, finalement qu'on conseille aux étudiants dans les écoles d'architecture comme une sorte de manuel de projet urbain ou une sorte de manifeste de l'architecture urbaine, mais qui est en réalité un ouvrage assez analytique, une série de 5 exemples, depuis l'îlot haussmannien jusqu'aux unités d'habitation de Le Corbusier, en passant par les cités-jardins de Nouine et différents exemples de comment les architectes du XXe siècle ont traité la question de l'îlot, avec une hypothèse qui parcourt tout le livre, qui est l'hypothèse d'une perte, l'hypothèse d'une déstructuration, d'une dilution de l'îlot, de son parcellaire et de ses qualités originelles. Donc c'est plutôt un ouvrage à la fois analytique et critique, mais où cette dimension prescriptive est relativement absente, ou disons n'apparaît que dans les éléments de préface, notamment dans la préface de l'édition de 97. Oui, avec à ce moment-là une dimension prescriptive qui devient beaucoup plus importante, parce que Paneret devient une grande figure de l'urbanisme français, il a le Grand Prix de l'urbanisme, il devient un praticien important, Voilà. relativement il important ouvre de l'urbanisme. sa propre agence au milieu des années 90. Il quitte l'école de Versailles et mute à l'école de Paris-Malaquais, dont il va être une figure importante. Il va être un des fondateurs de cette école. Il va en être le président d'ailleurs du conseil d'administration. Donc la réédition du livre en 97, qui d'ailleurs s'inscrit dans une série, donc on réédite également Analyse urbaine et Projet urbain, Oui, avec la même maquette, avec la même couverture, format. donc un effet de série qui ressaisit ces trois livres comme dans une cohérence qu'ils n'avaient pas forcément dans leur genèse d'origine. Et donc c'est un livre qui, à mon avis, sert un peu de raison, pour reprendre notre titre. D'une part, un agenda universitaire de Philippe Paneret dans cette nouvelle école, dans ce projet d'école de Malaquais, et puis d'autre part, le Philippe Paneret, Grand Prix de l'urbanisme, grand praticien du projet urbain à la française, dont il est une sorte de référence. Christian Topalov, dans votre postface, qui est donc le 9e article de ce livre conclusif, vous insistez sur la notion de seuil en termes de lecture, de dispositifs graphiques, qui sont très particuliers dans ces ouvrages-là. C'est une notion intéressante, je trouve, parce qu'elle... Non, parce qu'elle ressemble un peu à une notion de Van Eyck. On part des sémiologues, on part essentiellement de Genette, et les sémiologues nous apprennent une chose que les sciences sociales et les sociologues en particulier doivent apprendre d'eux, c'est que les pratiques de lecture sont aussi de lecture, ou les pratiques de tous les objets culturels sont déclenchées par des signaux qui sont émis en quelque sorte par les producteurs du livre.
pas seulement par l'auteur, loin de là. Et dans cette notion de seuil, il y a toutes les indications qui nous sont données sur la façon dont on est censé utiliser l'objet. Un annuaire des téléphones, on l'utilise d'une certaine façon, une Bible ou un Coran, on l'utilise d'une autre façon, et puis un livre de professeur ou un roman d'une troisième. Par exemple, on les lit, ce qui n'est pas le cas d'autres ouvrages. Et un des aspects de la transformation... il n'est pas sûr qu'on lise les livres d'architectes. Voilà, c'est pas sûr. C'est exactement... Un roman, on sait si on l'a lu ou pas. C'est exactement... si on a été tout de suite à la fin. Un livre d'architecture, c'est une dialectique... Le fruit est tout à fait de ces enquêtes, c'est de dire rien n'assure qu'un livre d'architecte est fait pour être lu. Rien n'assure qu'il a un auteur, rien n'assure que c'est un livre, et rien n'assure finalement qu'il est écrit pour être lu. De ce point de vue, je classerais volontiers l'aventure des mots de la ville que vous évoquiez tout à l'heure dans la catégorie des livres. C'en est un apparemment que personne ne lira jamais, sauf moi, bien sûr. Mais les livres d'architectes ont ce destin-là. Sauf que, précisément, les professeurs les font lire, ou espèrent que peut-être un jour un étudiant finira par lire un livre, et donc le transforme en livre, vous voyez. Et donc c'est cette bizarrerie, donc les seuils ont changé en quelque sorte. Hein, voilà. Je ne sais pas s'il est d'usage ici que le public pose des questions. Oui, c'est d'usage. Donc, mais comme c'est filmé, ah oui, la caméra est mobile, donc tout est facile. Donc si vous avez des remarques ou des questions à formuler, faites-le. Hein, il nous reste environ un quart d'heure. Il n'y a pas pour le moment. Non. Oui, Anna Porte. Prends un micro, j'imagine qu'il faut que tu prennes un micro. Attends que tu aies un micro. Ce qui est intéressant dans le livre Forme urbaine et tout, c'est le succès de traduction. Vous devriez en parler, peut-être donner l'information. Oui, il a été traduit... 7 fois, je crois. Je ne sais plus exactement. Bon, en espagnol, en italien, en néerlandais, en japonais, en anglais. Serbo-croate. Oui, mais ça, il y a une traduction au chinois, je crois, qui est en cours de publication, d'après Paneret. Donc un succès considérable, et pas seulement en France. Hein, c'est assez étonnant. Et ce qui est intéressant dans certaines de ces traductions, c'est le détournement du livre. C'est le cas dans la traduction anglo-américaine, qui est postfacée par un certain Ivor Samuels, qui fait une apologie dans sa postface du new urbanisme et de l'urbanisme néo-traditionnel, donc qui montre Poundbury, Seaside, etc. Autant de projets urbains dont Paneret, que Paneret réfute complètement. Oui. Voilà, donc le livre aussi, à un moment, échappe à ses auteurs et vient servir d'autres causes que la leur. Et quel est le champion de traduction parmi ceux-là? C'est Learning from Las Vegas, peut-être? Vous avez une idée de... J'ai oublié le... En tout cas, de loin, Learning from Las Vegas, c'est le livre qui a eu des commentaires dans d'autres disciplines. Oui. Ah oui. Parce qu'en général, ça, un problème avec les livres d'architectes, c'est qu'ils sont lus que par des architectes. Oui. Et encore. Donc, et à l'autre extrême, Las Vegas, c'est un des rares livres qu'il a fait tout un tabac. Bon, bref, il a produit des commentaires dans d'autres disciplines en tant que... Enfin, les commentaires, il ne faut pas exagérer non plus la fortune critique de ces ouvrages. Hein. C'est pas considérable, quand même. Par rapport à n'importe quel livre d'architecte, le c'est quand même assez le étonnant. nombre d'articles, c'est combien? C'est pour la première édition, une dizaine. En tout, je pense que Valérie Didlon a rassemblé une centaine d'articles. Ah, en tout, une centaine dans toute la vie de... Oui. Ouais. Ah, c'est pas mal. Qu'il a beaucoup, même, oui, c'est bon. rassemblé de manière exhaustive pour l'analyse de sa thèse. Donc et à l'autre spectre, il y aurait l'image de la cité, en fait, qui finalement émane d'une recherche transdisciplinaire, donc qui va chercher des outils dans les sciences cognitives, la psychologie de la perception, différents domaines extrêmement que Kevin Lynch a fédéré autour de son analyse de l'imagibilité de la ville. Et en fait, c'est un livre qui a été lu essentiellement par des architectes. Oui. C'est l'inverse de... Et c'est un ouvrage qui n'aurait pas pu être produit ailleurs qu'aux États-Unis à l'époque. Parce que ça renvoyait à des disciplines qui... en marge de l'urban planning ou de choses comme ça qui n'étaient pas très
n'est pas encore très répandu en Europe, je crois. Ouais. Il faut demander à Prost. Urban design, oui. C'est un livre qui peut-être est partiellement à l'origine de cette nouvelle catégorie, urban design, mais qui référait à des disciplines très ancrées dans l'université états-unienne de l'époque, comme certaines formes de psychologie cognitive. Prends le micro parce que tu... Non, non. Robert Prost, qui est... Mais si, bah, tu as commencé à dire comme livre... Oui. Non, mais je voulais dire, le livre de Paneret, c'est aussi l'urban design. Cette espèce de discipline qui s'est toujours cachée, en fait, qui n'a jamais pu être avancée, mais qui jouait un rôle très important dans l'échelle des problèmes qu'on abordait, en fait. C'est-à-dire le premier décalage par rapport à l'architecture, quoi. Oui, mais cette urbanisation... Je suis pas sûr que dans la culture de Paneret, Castex, de Paul, figurait l'urban design américain. En fait, je pense qu'ils avaient plutôt le regard vers les New Towns anglaises, vers différentes expériences en Italie ou en Allemagne. Ils ont voyagé aux États-Unis, mais on ne sent pas vraiment une culture américaine dans la jeunesse du livre. Siomis. Oui, j'ai une question à poser aux deux auteurs et leurs accompagnateurs. Mais avant ça, je voudrais dire que le grand rôle que joue pour De Lillo à la barre, l'Italie. C'est-à-dire que, c'est la redécouverte, en fait, la découverte de la tendenza au moment où elle meurt. Elle renaît autrement et avec beaucoup de malentendus, à mon avis, en France. Donc, ce n'est pas seulement la crise des grands ensembles et la redécouverte du parcellaire, mais c'est aussi, ou de Lillo, mais c'est aussi ce transfert culturel, je dirais, que, comme d'habitude, il y a des formations. Et ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce livre, et je me suis reposé une question que je me suis posée très souvent, c'est la question de la théorie de la doctrine. C'est-à-dire que nous avions des livres de théorie, ou qui se voulaient-elles, peu m'importe, hein, Choé en parle d'ailleurs dans ce sens-là, des livres de théorie, et à la fin on arrive dans la plupart de ces livres que vous avez choisis à avoir soit un discours doctrinaire, y compris à travers l'image, hein, un verre d'EV, c'est de la doctrine que véhicule. Alors à quoi, pourquoi, c'est-à-dire cette revendication, je dirais, d'un discours doctrinaire ou même conjoncturel. Je rappelle qu'Aldo Rossi, c'est un livre issu de ses enseignements, c'est une compilation. Ce n'est pas une volonté d'écrire a priori un livre. C'est la compilation d'un jeune homme, il a 30 ans quand même quand ça paraît. Donc il a 28 ans ou 29 ans quand il... Oui, mais ce sont ses enseignements. Oui, oui, hein. oui. C'est les notes d'enseignement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a... Alors je voudrais un peu une réaction, une nota bene, Jauss, édité en 1981. Chez Gallimard en français ? Ouais, Oui, en français. oui. Oui, mais enfin, le temps que les architectes découvrent cet ouvrage de critique littéraire, il faut un petit moment. Tu avais... Je vais te passer la parole. Bon, très brièvement, moi je voulais dire que c'est encore une fois l'articulation entre théorie et pratique derrière cette remarque. C'est-à-dire tous ces livres sont des livres évidemment qui défendent une théorie et en même temps, avec cette théorie, ils veulent intervenir. C'est des livres d'action. Ils veulent intervenir, ils défendent une position. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est cette articulation, encore une fois, cette interaction et dépendance entre idées, théorie et pratique. Mais même dans les livres, merci, même dans les livres qui se prétendent théoriques, y compris du 19e siècle, il y a toujours un rapport à la pratique, quand ils sont écrits par des architectes. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus fort et plus pressant, ça, l'aspect du rapport à la pratique.
Mais peut-être une autre manière de répondre à ta question, c'est bon, de dire d'abord, dans certains cas, il y a un projet épistémologique dans ces livres. Chez Rossi, ça me semble assez évident. Chez Kevin Lynch également. Oui. Mais on n'a pas du tout regardé ces livres avec, nous, une approche épistémologique. C'est-à-dire qu'on a historicisé ces projets épistémologiques. C'est-à-dire c'est là où on se distingue aussi de l'approche de Françoise Choé, donc qui a une approche philosophique, sémiologique, épistémologique, alors que nous, on a soumis ces livres à des enquêtes socio-historiques. Une question. Oui. Je vous en prie. Je m'appelle Ali Djerbi, je suis professeur à l'école de Tunis. Bon, je suis de passage et donc ça m'a donné l'occasion de venir et ça m'a fait plaisir d'assister à cette rencontre. Ce que je voudrais dire, c'est que cet ouvrage, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après la présentation qui vient d'être faite, pose un problème. A priori, on dirait qu'il considère que l'architecte, c'est une anomalie que l'architecte écrive. Bon, on a considéré que l'architecte attendez, c'est la parenthèse, hein, je vais y relire, communique par le graphisme, encore penché sur sa table à dessin ou autre, etc. Et d'ailleurs, les écrits d'architectes d'antan, c'était comment expliciter leur savoir-faire, en quelque sorte, des devis, des rapports, etc., etc. Et puis, brutalement ou brusquement, à partir d'un moment, c'est la pensée architecturale qui se révèle. Et ce n'est plus le savoir-faire à travers le graphisme ou les formes quelconques. Et donc, c'est à ça qu'on a affaire. Tous ces ouvrages constituent effectivement des documents qui montrent la pensée architecturale, qui est liée intrinsèquement, bien sûr, au travail intellectuel. Et donc, concevoir, c'est aussi penser. Et donc, comment l'architecte transcrit ou transpose son savoir-faire à travers le monde de la pensée, enfin les noumènes, comme appellerait, ou la noosphère, bon, comme diraient certains. Et donc, c'est dans ce sens que moi j'aurais souhaité que vous développiez, d'ailleurs même à travers la discussion, les différents axes qui amèneraient cette pensée architecturale à parvenir aux lecteurs et aux usagers auxquels elle se destine, parce que vous parliez aussi à qui s'adressent les écrits d'architectes. Ils s'adressent à toute la communauté en tant qu'œuvre culturelle. Quand Le Corbusier écrit, il ne s'adresse pas à des architectes seulement, il s'adresse à d'autres. Et puis il y a une différence entre ce qu'écrit Le Corbusier, lire Le Corbusier dans le texte, et lire quelqu'un qui écrit sur la pensée de Corbusier, il y a une grande différence. Et donc c'est dans ce sens qu'il faudrait expliciter davantage, je pense, les écrits d'architectes en tant que processus qui amène la pensée architecturale à être diffusée, communiquée, explicitée d'une manière particulière. Voilà, c'est un petit peu la remarque que je voulais faire. C'est pas tellement votre projet, mais vous pouvez y répondre quand même. Oui, merci de cette remarque, parce que ça nous permet peut-être de préciser ce qu'on voulait faire, effectivement. Vraiment, la volonté pour nous de resituer le livre comme un des objets qui peuplent le monde de l'architecte, au même titre que ses dessins, ses maquettes, ses ordinateurs, ses tables à dessin, etc. Donc le livre comme instrument, comme lieu de l'action architecturale. Et en cela, on essaye de se distinguer aussi d'une approche encore une fois textuelle de ces ouvrages, qui a abouti dans certaines, certains contextes universitaires américains, par exemple, à les autonomiser complètement, l'étude, de faire de la théorie architecturale une glose relativement autonome du monde et des enjeux de l'architecture. Donc là, c'est vraiment l'idée de resituer ces livres dans les raisons qui les ont fait naître. Et ces raisons ne sont pas seulement ni épistémologiques, ni théoriques, mais sont aussi pratiques, pragmatiques. Donc ça, c'est très important pour nous. Je pense que toutes les anthologies de textes théoriques sur l'architecture que citait Marie-Léna, et qui ont été beaucoup publiées chez les grands éditeurs universitaires anglo-saxons, sont une manière d'autonomiser la pensée architecturale de ces autres finalités que théoriques.
Voilà, donc là, on a essayé au contraire de restituer tous les autres enjeux qui saisissent ces livres. Mais ça, ces anthologies, c'est un peu, il y en a eu quelques-uns en Europe aussi. Je me souviens de Ulrich Conrad, il y a eu une par Hervé Denès, enfin il y a eu quelques-unes en France ou en Allemagne. Michel Denès, ouais. Michel Denès, oui, qui était assez modeste comme propos, parce que c'était plutôt une anthologie. Alors que les Américaines ont une vision plus théorique et plus ambitieuse. Elles sont plus universitaires aussi, elles sont... Une des choses que je trouve intéressant dans les anthologies, c'est qu'elles nous permettent de mettre en discussion cette notion de pensée architecturale avec au singulier, ou de théorie au singulier, là encore. Parce que le plus drôle, c'est que quand on se déplace un peu dans l'espace ou dans les langues, tout simplement, le contenu des anthologies change profondément. C'est-à-dire qu'il y a un tourbillon des variétés bibliographiques qui est absolument spectaculaire et qui nous permet simplement de poser le problème du fait que, bon, tout ça, c'est très, très enraciné dans des sites, quoi. Bien sûr, nous autres, les profs, on est payés pour dire le contraire. Hein, on est payé pour faire de l'universel, pour exposer l'universel dans la théorie architecturale, dans la sociologie, peu importe, hein, c'est un petit peu pareil. Et manque de chance, quand on voyage, on s'aperçoit que l'universel ne l'est pas tant que ça. Et cette variété-là devient un objet absolument fascinant de travail. Et ça nous aide à comprendre comment on pense. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a été conduit, comment est-ce qu'on a été pris par la main pour avoir ces ouvrages-là sur la table et pas d'autres. La première chose peut-être quand on s'empare d'un livre, c'est de se demander comment il est arrivé dans ma main. C'est une bonne question, non? Voilà, et bien c'est ce genre de questions, je crois, auxquelles ce livre se confronte. Je pensais à d'autres livres d'architectes d'un genre différent, mais il y a quand même des livres d'architectes qui ne sont pas forgés sur ce principe-là, qui ne sont pas non plus des ouvrages de simples littéraires, comme ceux de Pouillon, par exemple, mais qui ont un effet doctrinal très important et qui ont convaincu, et je pense par exemple à Hassan Fathy, son premier ouvrage célèbre. Je pense à Ravero, pardon, dans le même genre un peu, mais sauf que Ravero, il y a des dessins, donc c'est déjà plus un ouvrage d'architecture. Il y avait une question. Oui, Bertrand Fétiveau, économiste. Il y a un ouvrage dont vous n'avez pas trop parlé, sauf si je n'ai pas fait assez attention, c'est Metacity Data Land. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait du texte. C'est un ouvrage peut-être un peu différent et c'est peut-être un canard noir dans l'ensemble de votre basse-cour que vous avez choisi, quoi. Absolument pas, au contraire, il a tout à fait sa place. Je ne dis pas qu'il a sa place, je dis qu'il est peut-être un peu justement particulier. Pour illustrer, disons, la manière dont les architectes font des livres avec une matière visuelle et textuelle assez hétérogène et qui préexiste. Hein, c'est ce que Christian disait tout à l'heure sur la librification d'un matériau assez hybride et qui tout d'un coup se fait livre. Et à ce titre, cet ouvrage est très important dans notre sommaire, d'une part pour ça, et puis d'autre part pour toutes les stratégies d'autopromotion qui entourent et d'autopublication qui entourent sa fabrique. Une édition, non, par exemple? Il n'a eu qu'une édition, par exemple. C'est vrai que il a des tas de la grosse différence avec les autres, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit un classique. Mais par contre, je pense que c'est un ouvrage qui est tout à fait illustratif d'une certaine manière de faire des livres à cette époque. Hein, les livres de Ben van Berkel, de Rem Koolhaas, MSMLXL, etc. Des livres qui combinent un matériau très, très divers, qui sont souvent assez denses, assez copieux dans leur manière quantitative et qui questionnent l'objet livre en tant que tel. Sauf là, il y a très peu de théorie explicite, il y a très peu de texte. Il y a 24 pages de texte sur 224. 24 demi-pages. 200 pages d'images. Quart de page. Mais il a eu déjà 2 éditions. Oui. Il ne faut pas oublier réimpression. La présence de la télévision. Je veux dire par là que Micro, Yanis, recommence ta phrase. c'est la transcription d'une vidéo. Et que donc, je pense aussi que dans la culture avancée, l'emprise de l'image télévisuelle retourne vers le livre. À la limite, c'est un livre anachronique. Hein, pas forcément, parce que je pense que ça illustre aussi un autre phénomène dans le monde de l'édition d'architecture, c'est comment le livre finalement apparaît aujourd'hui comme un maillon d'une chaîne médiatique beaucoup plus continue qui enchaîne expositions, colloques, événements vivants, installations vidéo,
projet architectural. Enfin, tout ça, c'est une sorte de boucle médiatique dans lequel le livre n'est pas forcément au centre d'ailleurs. Mais c'est souvent important qu'il y ait un livre dans le déploiement de cette chaîne médiatique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, le CCA à Montréal, qui est un lieu qui produit des expositions, et aussi essentiellement un éditeur de livres très important, mais qui sont toujours liés à une exposition, à des colloques, etc. etc. Donc, en tout cas, une dernière remarque. Je pense qu'une des réponses, enfin, ce qui peut éclairer votre question, c'est aussi ce que Christian a écrit, c'est-à-dire le statut de l'auteur architecte quand il est professeur. Moi, je pense que il y a un clivage. En lisant le livre, je me suis dit, tiens, qui est professeur ou qui veut devenir professeur, c'est très très important. Ça me rappelle une remarque de Philippe Paneret quand je l'avais interviewé. Il m'avait dit, pour moi, étudiant à l'école des Beaux-Arts, être professeur maintenant dans les unités pédagogiques d'architecture, c'était écrire des livres. Le professeur, c'est celui qui publie des livres. C'est ça qui fondait la légitimité de leur statut d'enseignant. Et cela dans une critique directe du statut d'enseignant de l'école des Beaux-Arts. C'est le cas aussi pour Aldo Rossi, en Italie. Peut-être de parler aussi du champ éditorial de l'architecture aujourd'hui, qui est largement occupé par la fondation de nouvelles revues assez innombrables, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une exposition itinérante oui, on l'a vu, internationale, Archizine, il y a 2 ans, qui montrait l'intensité de la production de nouvelles revues théoriques, intellectuelles, historiques, critiques, aujourd'hui sur l'architecture. Ce qui est un phénomène assez récent, assez nouveau, et qui, disons, contrebalance une certaine crise du livre d'architecte. Est-ce que ce sont des revues d'ailleurs de constructeurs, ou est-ce que ce sont des revues de gens qui ont cessé d'ambitionner de construire et qui sont des universitaires ou des profs ou des thésards ou des doctorants? C'est vrai que pour une grande partie, ça émane de ce milieu d'enseignants en architecture qui ont bifurqué complètement. Ouais. Bon, on va reprendre la discussion tout à l'heure, mais il est d'usage à 19h45, c'est un rituel dans ces rencontres, que nos 3 invités nous présentent chacun un ouvrage qu'ils ont choisi comme représentatif, à un titre ou à un autre, des débats qui nous ont conduits jusqu'ici. Donc, il y a là un ouvrage de Françoise Choët, dont on a parlé déjà 2 ou 3 fois, La règle et le modèle. Il y a un ouvrage d'histoire du livre, y compris du livre classique, qui est Le livre et l'architecte, qui était paru sous la direction de Jean-Philippe Garrick et d'Émilie Dorgex, et Estelle Thibault, pardon, chez Mardaga, il y a 4 ans peut-être. Et puis, l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est justement La vie des sciences sociales de Topalov et Le Petit. Alors, qui parle de vous? Puisque François Choët m'est tombé dans les mains, peut-être quelques mots. La règle et le modèle, c'est un très grand livre, c'est aussi un classique dont il faudra un jour d'ailleurs écrire l'histoire de la fabrication et l'histoire des transformations. Mais je crois que c'est un ouvrage qui est particulièrement pertinent pour nous ce soir parce qu'il représente, me semble-t-il, une autre forme de la rencontre entre architecture et sciences sociales, dans un autre moment de l'architecture, et notamment de la théorie architecturale, et dans un autre moment des sciences sociales. Et de ce point de vue, il y a une espèce de glissement tout à fait prodigieux des 2 familles de disciplines, disons, qui occasionnent des rencontres qui ont des résultats profondément différents. Parce que, bien entendu, la règle et le modèle, c'est exactement l'antithèse de raison d'écrire, ou plutôt, puisque Madame Choët ne savait pas que ce livre un jour serait publié, voilà, c'est dans l'autre sens que ça marche. Et je crois qu'il y a implicitement, et explicitement d'ailleurs, puisque Marie-Léna et Pierre ont évoqué une citation de François Choët dans l'introduction, il y a une mise en discussion de ce parti intellectuel, épistémologique fondamental qu'est celui de la règle et le modèle, c'est de rester à l'intérieur du texte. Donc c'est un ouvrage de philosophe, on ne l'a pas dit, et de philosophe très marqué par le structuralisme. On pourrait dire de philosophe, tout à fait. Enfin, François Choët est devenue une théoricienne de l'architecture autant qu'une philosophe comme elle était à l'origine. Et puis, c'est un livre qui, je crois, a marqué des générations et qui, d'une certaine façon, je veux dire, alors peut-être
C'est une remarque qui n'est pas très honnête, mais d'une certaine façon peut convenir admirablement au souhait que nous avons tous, et particulièrement les professeurs de théorie architecturale, justement de nager dans l'éternité. Puisque ce que fait François Choët dans toute son œuvre, c'est de transformer des objets qui ressemblent fort à ceux que nous avons là sur la table, même si c'était plutôt des parchemins enroulés que des livres, transformer tout ça en texte. Voilà. Elle fait, c'est très classique, mais en même temps, c'est une action très puissante, je crois, pour faire passer à l'éternité des objets qui étaient pourtant dans l'histoire. Voilà. Et donc, on a là un modèle de ce qu'on faisait jadis et qu'on continuera toujours à faire, je crois, mais preuve est faite aujourd'hui, en tout cas, qu'on peut faire autrement. Le travail qu'elle a poursuivi jusqu'il y a peu de temps, puisqu'il y a 7 ou 8 ans encore, elle faisait ce travail extraordinaire de ressuscitement d'Alberti. Oui, bien sûr. Enfin, Alberti d'un côté, Vitruve peut-être encore, sont exactement les prototypes, n'est-ce pas, de cette transformation d'objets très, très, très incertains. Mon érudition est trop faible pour pouvoir en dire plus, d'objets très incertains en texte éternel de la théorie architecturale. Stabilisé, enfin. Voilà. Stabilisé. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans cette maison, l'éternité les fige. Je cite, je crois, au début de ma petite contribution, un cartel que l'on trouve, ma foi, à l'étage du dessus. Messieurs de la Cité d'Architecture, monsieur le Président. Exactement ça. Voilà. Je cite le cartel. Vous pouvez tous aller vérifier demain matin si je vous raconte des histoires. La bibliothèque de l'architecte. La culture architecturale repose sur une série d'ouvrages théoriques dont la liste s'est constamment enrichie au cours des siècles. Le plus ancien, les 10 livres d'architecture de Vitruve, est un traité antique qui n'a jamais cessé d'être réédité depuis sa redécouverte à la Renaissance, etc. Donc voilà, l'autel est dressé et nous savons comment lire Vitruve comme un livre. Vous ne voulez pas que ce cartel soit déposé quand même? Bien entendu. Nous sommes en débat avec 1000 façons de lire les livres. Celle-ci en est une qui a de beaux jours devant elle. Sur Choët, quelqu'un veut réagir? Non, effectivement, je pense que... Ou dans le public, si des gens ont un avis sur cet ouvrage. Le projet intellectuel de Françoise Choët est tout à fait... puissant et très déterminé dans sa méthode. Mais c'est très étonnant de relire ce livre et de relire son introduction et ses parties pris méthodologiques qui effectivement sont un peu aux antipodes des nôtres, mais les nôtres sont complètement en dialogue avec les siens en définitive. Donc c'est cette idée de rester à l'intérieur des textes, cette idée aussi de considérer ces écrits d'architectes dans leur éternité, dans leur stabilité, et puis ce regard anhistorique, revendiqué sur ces livres, cette approche philosophique, épistémologique, qui refuse les outils de l'histoire. Mais c'est écrit noir sur blanc dans son... À certains égards, c'est même un travail qu'elle poursuit sur des auteurs plus historiques, parce que plus récents que les auteurs de traités renaissants qu'on connaît très mal, certains on ne les connaît même pas du tout, mais même quand elle traite par exemple d'Haussmann, il y a toute une approche historique d'Haussmann qu'elle ne veut pas avoir particulier du tout. Ça lui a valu des conflits avec... C'est un choix épistémologique, c'est un choix... Abstraction de l'auteur, abstraction des conditions historiques de fabrique de ces textes, et même aussi un désintérêt pour leur forme matérielle. C'est le soi-disant traité d'Alberti, dont la rédaction a été continue pendant sa vie, mais qu'il a toujours refusé de publier de son vivant, qui est une sorte de manuscrit, un codex qui a été publié après sa mort. Sur Choët, des gens voudraient réagir dans la salle? Non? Personne? Alors, un autre ouvrage, la ville des sciences sociales. Oui. Je ne compte pas de présenter ce livre, mais c'est-à-dire on a fait ce choix, en fait, parce que c'est des livres qui ont un rapport... C'est un choix que vous avez fait à 3, c'est voilà. Pas un choix de chacun d'entre vous. Donc, on a fait un choix collectif de proposer des livres qui portent sur les livres et discuter les rapports de notre livre avec ces livres. Donc, François Choët, on a déjà dit, donc ces livres, c'est un livre, à la fois c'est le lieu, comme on a dit, le séminaire où se sont retrouvés plusieurs d'entre nous, et c'est un livre qui a un impact
très important pour nous, donc, que je peux peut-être résumer en 3 points. Donc, première, cette question d'aller du texte au contexte. Deuxième, du texte au document. Donc, cette question d'interroger un moment historique à travers le texte. Et troisièmement, d'aller du texte à l'usage. Et donc, de voir comment ce que les livres peuvent nous apprendre, nous, historiens, ne tient pas forcément dans le texte. L'essence ne se trouve pas forcément dans le texte, mais dans l'usage qu'on fait de ces livres-là. Personne d'un point de vue? Si, je vous en prie, on va vous donner un micro. Prenez un micro, attendez, voilà. Je ne voudrais pas dire quelque chose particulièrement à ça, mais il me semble que pour moi c'est une évidence que dans tous les domaines où on s'interroge sur l'environnement, le monde, l'existence, que le livre, d'une publication à l'autre, suit exactement ce que vous avez décrit pour l'architecture. Donc il me semble que ce n'est absolument pas une spécificité à l'architecture, mais à ces domaines du questionnement. Vous prenez l'encyclopédie de Diderot, les noms ont valsé, les uns sont venus, les autres sont rentrés. Selon des événements historiques, on va supprimer les uns ou les autres. Donc pour moi, ce n'est pas une spécificité. Par contre, ce qui intervient de façon nouvelle au niveau de l'architecture, et François Saué était la caricature d'une certaine époque, de la dissociation synchronique et de supprimer la diachronie dans toute l'histoire. Donc finalement, ce que vous mettez en évidence, c'est que le lien au contexte, quel que soit le domaine dans lequel on s'inscrit, est fondamental. Et que le verbe, le graphisme, d'une année à une autre et dans 10 ans, n'auront plus la même signification. Donc à partir de là, j'arrive pas à comprendre, si vous voulez, quel est l'apport, en fait, objectivement, de ce travail-là, par rapport... Celui-ci, de l'heure, hein. Celui-ci. Oui, bon, j'ai pas lu. Non, mais dans votre discours, je n'ai pas réellement compris. Ah ben voilà. Enfin, je partage votre conviction sur le caractère historique de tous ces objets. Il faut cependant tenir compte du fait qu'à partir d'un certain moment dans l'histoire du travail occidental sur la pensée ou sur les textes, est apparu ce souci frénétique de retourner au texte authentique. C'est le moment de la philologie. Avec le XVIIIe siècle, on invente le texte authentique. Et c'est-à-dire que tout le travail, et c'est un travail splendide, bien entendu, entrepris par de très grands savants, consiste à débarrasser le texte de son histoire, y compris l'histoire incorporée par la glose, par exemple, dans les manuscrits médiévaux sur Aristote, n'est-ce pas, de se débarrasser de toute cette histoire pour enfin arriver au texte d'origine, épuré de toute trace du temps. Et cette démarche-là, qui d'ailleurs produit des effets culturels formidables et qui nous permet de connaître quand même un petit peu ce qu'Aristote a peut-être écrit, a pour inconvénient évident de faire effectivement, d'extraire les textes de la gangue historique qui fait partie pourtant de ceux qui nous sont arrivés, quoi. Donc c'est pas si évident que ça, je dirais, de faire ce travail. On a toute la philologie contre nous. Pierre Chabin. Pour vous répondre, effectivement, notre ouvrage ne prétend pas renouveler la pratique de l'histoire, des sciences sociales, etc. C'est plutôt le contraire. On s'est inspiré des évolutions méthodologiques dans ces différents domaines, depuis les historiens du livre, les sociologues de la lecture, toutes les approches bibliographiques qui ont renouvelé considérablement l'étude des livres dans plein de disciplines. Donc finalement, on importe en grande partie ces outils. Peut-être juste la spécificité de notre approche, c'est que je pense que utiliser tous ces instruments pour parler des livres d'architectes, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui permet de renouveler complètement le regard qu'on peut avoir sur eux. Et ça permet aussi de renouveler aussi la manière de faire l'histoire de l'architecture. Et c'est surtout ça qui nous animait. Thémis, on va te donner un micro. Micro quand même pour un mot seulement.
social, ce que j'ai tiré, moi, en le lisant à l'époque, quand il est sorti, c'est d'abord, bien sûr, la question, je dirais, de l'interdisciplinarité, hein, qui est un peu la tarte à la crème, mais c'est important. Mais surtout que la ville est inépuisable. Je veux dire qu'on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la cerner de manière unilatérale, et que tous ces regards obliques et multiples demandent de nouveaux regards multiples et obliques. Je pense que c'était un apport dans ce sens-là, et que c'est un apport aussi, une réponse indirecte aux architectes, c'est-à-dire aux architectes qui dessinent cette fois-ci la ville. C'est-à-dire qu'ils ne dessinent pas, malgré toute leur volonté, ne dessinent pas quelque chose de fini. Et du coup, on retourne à écho à ce que vous disiez sur le projet ouvert. Hein. Donc voilà, du côté des sciences sociales, c'est un projet ouvert, mais aussi, je dirais, indirectement, pour l'architecte, doit devenir, bien que ce soit très difficile, à cause des concours. Il faut gagner. Alors le troisième livre, c'est donc le livre qui est ici, qui est un ouvrage beaucoup plus récent, un ouvrage de plusieurs voix. C'est le fruit d'un colloque, je crois, ou de rencontres à l'INHA. Un grand colloque sur le livre et l'architecture. Donc ce sont les actes de ce colloque, publiés sous la direction de Jean-Philippe Garric, Estelle Thibault et Émilie Dorgex. Bon, on a choisi ce livre juste pour illustrer le fait que on n'est pas du tout les seuls aujourd'hui à s'intéresser au livre et à l'architecture, et en mobilisant des outils renouvelés issus des différents domaines des sciences humaines et sociales. Donc c'était un acte, disons, de modestie, d'humilité, en disant voilà, il y a plein d'autres gens qui travaillent aujourd'hui sur cet objet. On aurait pu aussi choisir les ouvrages publiés par ce groupe de recherche architecture et littérature auquel participe Yanis Thiomis, et je crois un des ouvrages issus de leur colloque est en cours de publication aux éditions de la Villette. Donc voilà, c'est un champ très intense, donc on s'y insère à notre manière. Avec, ça, ce sont des historiens de l'art, ils n'ont pas forcément les mêmes outils que vous, ou les mêmes points de vue que vous. Oui, ils sont peut-être plus proches des approches bibliographiques du livre, et donc tout ça émane aussi d'un projet à l'INHA, d'une sorte d'inventaire bibliographique des livres sur l'architecture. Parce qu'il y a des chartistes qui ont fait ça aussi. Il y a toute une équipe de chartistes autour de Legnaud, par exemple, qui travaille l'école pratique des hautes études, on aurait pu aussi choisir. On a choisi, mais prenez un micro. Il n'est pas à la bibliothèque. On a mis dans la liste, mais il n'existait pas dans la bibliothèque. Quel livre? Les livres de Legnaud sur les livres d'architectes. Oui. Puisqu'on parle de la bibliothèque, je crois que vous avez un reproche à formuler à l'encontre de cette bibliothèque-ci, en tant qu'historien. Mais non, je pense enfin, que... une interrogation. Cette bibliothèque est un formidable outil par l'espace très vaste et luxueux qui est le sien, mais qui peut-être est à questionner quant à la collection des livres qu'il renferme, et peut-être se ressusciter un peu un des projets d'origine de cette bibliothèque, qui devait être une bibliothèque de recherche authentique sur l'architecture, ce qui manque cruellement à Paris, contrairement à toutes les autres capitales importantes ou les grandes universités du monde qui détiennent des véritables bibliothèques de recherche. C'est que moi, je voudrais juste alors faire une critique, si c'est comme ça la question. C'est que quand se passait le transfert des IFA ici, on a perdu toutes les revues. Donc, ça est devenu une bibliothèque d'actualité où vous avez gardé, je crois, des revues de dernière vingtaine d'années. Et toute la collection qui existait quand même dans la bibliothèque des IFA est disparue. Et donc ça, c'est dommage parce que je ne vois pas à Paris une bibliothèque où on peut... on va avoir une réponse, mais on va avoir la réponse. Mais continuez. Voilà, donc c'était ça. Voilà, autre chose, alors moi je vais compléter, mais c'est pas une remarque que je fais simplement à l'encontre de celle-ci, que, comme vous le savez, je fréquente assez peu, malheureusement.
Mais il se trouve que j'étais pas mal à la Bibliothèque nationale depuis quelques temps, que je n'avais pas fréquenté depuis 30 ans, et que je me suis aperçu qu'à la Bibliothèque nationale, vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous dites tiens, je voudrais bien regarder Situation 3 de Sarthe, par exemple, un ouvrage que vous avez chez vous, ou si vous ne l'avez pas chez vous, vous l'achetez pour 1 € sur Internet, un Gallimard de ces années-là. À la Bibliothèque nationale, vous n'avez plus. Donc vous avez des microfilms, même pas sur l'ordinateur, mais des espèces de trucs en noir et blanc, vous savez, des photos absolument infâmes que vous allez diffuser sur des boîtes, etc., que vous lisez, c'est absolument crevant. Donc même les ouvrages récents disparaissent à la Bibliothèque nationale. En tout cas, ne sont plus communiqués. Ce qui est une chose très, très étrange, parce que du coup, on n'a plus le contact avec l'objet. De même que si on lit cet ouvrage-là de Paneret, ben, on ne lit pas celui qu'on voudrait peut-être lire de 74, de je ne sais quelle année. On a un Sartre tout à fait banal, mais on n'en a plus qu'une version photographiée, quoi. Alors, ce ne sont pas tout à fait le même genre de... Mais on aimerait bien débattre de ça avec vous 2 minutes, puisque c'était... Alors c'est vrai que, pardon, je vais peut-être me présenter. Philippe Pérodin, je suis responsable de la bibliothèque. Alors c'est un vaste sujet, et du coup, vous avez abordé en l'espace de 5 minutes en fait plusieurs axes et plusieurs questions complexes que les bibliothèques se posent. Elles se les posent par rapport à la place, par rapport au projet de numérisation, par rapport au plan qui se développe de plus en plus maintenant de conservation partagée au niveau national, au niveau régional, etc. Et c'est un petit peu sur ces principes-là qu'a été pensée cette bibliothèque, c'est-à-dire qu'elle a été pensée par rapport à ce que la carte documentaire proposait en matière d'architecture. Et puisqu'il s'agissait de monter dans le cadre de la cité une bibliothèque d'architecture, il ne pouvait pas ne pas y avoir de réflexion sur la place de cette bibliothèque par rapport à l'INHA, par rapport à Kandinsky, par rapport à la BNF, etc. Voilà, donc effectivement, il y a une politique documentaire qui est axée sur le XXe et sur le contemporain. Ce n'est pas une bibliothèque patrimoniale, mais en revanche, je vous rassure, les revues de l'IFA sont là. Simplement, vous ne les voyez pas parce qu'il n'y a pas assez de place pour les mettre en libre accès. Et donc on les stocke dans les bureaux, mais elles sont absolument accessibles sur demande. Donc la collection de AA depuis 1930 est bien là, bien sûr. Parce que dans le catalogue, dans l'inventaire, on ne voit pas toutes les revues, les AED, toutes ces revues anglaises. Vous avez gardé la totalité. Architectural Design pose. Vous avez gardé la totalité de toutes les revues qui existaient parce que dans le catalogue, attention, l'IFA n'avait pas tout, hein, il n'y avait pas d'exhaustivité à l'IFA, il y avait même beaucoup de lacunes en réalité dans certains titres, mais toutes les grandes revues que vous citez là ont été conservées, voire dans certains cas, soit par rapport à des dons, soit par rapport à des acquisitions, ont été complétées au niveau des lacunes. Et c'est un travail qui est mené. On ne le fait pas sur toutes les revues, mais sur les grandes revues que vous citez là, c'est fait. Oui. Et puis il faut ajouter qu'il y a une chose quand même extraordinaire, c'est la numérisation des revues. C'est-à-dire que vous avez numérisé une quinzaine de revues, hein, dont les plus anciennes remontent au XIXe siècle. Hein, et là, vous tapez le nom de n'importe quel architecte inconnu, René Clausier, vous avez 45 occurrences de son nom qui apparaissent. Alors ensuite, il faut aller les chercher parce que c'est très long à ouvrir, c'est quand même extraordinairement long. Hein, il faut 40 secondes pour que le truc s'ouvre, mais vous trouvez beaucoup d'informations. Ça, c'est vrai que c'est des ressources incroyables. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que je trouve que c'est une particularité assez regrettable de Paris, en l'occurrence de cette parcellisation des bibliothèques dans la ville, hein, qui nécessite, quand on fait de la recherche, d'avoir un bon passe Navigo pour pouvoir sauter de l'une à l'autre et de ne pas disposer, contrairement à certaines autres villes, d'une bibliothèque de référence, disons. Mais ça tient aussi à l'histoire. Quelles sont les villes en Europe qui n'ont qu'une bibliothèque de référence ? Je pense à la bibliothèque du Riba à Londres, qui est très riche, à la bibliothèque de Columbia, NAI. Qui est plus riche ici, enfin, qui a des fonds anciens, oui, en même temps. Bon, dans un autre genre, la bibliothèque du CCA à Montréal, qui est Non mais ces bibliothèques ont été visitées par évidemment lors de la période de préfiguration de la cité et donc de la bibliothèque. Elles ont été même revisitées depuis. Bon, si on cite le RIBA ou si on cite le NAI à Rotterdam, ces bibliothèques ont elles-mêmes des spécificités. Et quand on regarde leurs collections, elles sont aussi des collections très locales liées au pays. Et la collection du NAI est quand même très très liée à l'architecture des Pays-Bas. Enfin, la force
sa force, c'est là. Elle est beaucoup moins internationale que celle-ci, par exemple. Et sa force, c'est évidemment d'avoir dans un même endroit les archives et la bibliothèque juste à côté. Et on peut dire à peu près la même chose de la bibliothèque du RIBA. Je voulais juste répondre partiellement à la question de Pierre en lui disant que si Yanis se trouve ici aujourd'hui, c'est parce que juste avant, nous avons eu une réunion pour voir comment on pourrait constituer ici une bibliothèque doctorale. Ça n'existe nulle part. Voilà. Donc on travaille à réunir ici l'ensemble des thèses en architecture. On en a identifié à peu près 500 qui sont disséminées. Bon. Et déjà, le seul fait de les constituer, d'en déterminer le périmètre, de savoir à partir de quand on commence est un sujet scientifique. Et puis, il y en a 300 en cours en ce moment, environ. Voilà. Donc tout ça sera ici. Ce sera l'amorce peut-être d'une évolution que tu appelles de tes voeux vers un outil de recherche. Merci. Voilà, est-ce qu'on reprend la conversation de tout à l'heure qu'on avait interrompue, ou est-ce que on considère que beaucoup de choses ont été dites? Anne Laporte, attends le micro, Anne. C'est pas du tout sur la discussion en cours, c'est juste pour savoir si les personnes qui sont ici savent qu'il y a une nouvelle librairie d'architecture qui a osé se lancer, qui s'appelle Volume, donc vous la trouvez par son nom sur Internet, qui est animée par 2 anciens libraires de la librairie de l'Odéon. Voilà. C'est rue de Nazareth, et cette librairie se caractérise par le fait qu'elle fait sans arrêt des débats sur des livres. Oui. Parce que c'est la rencontre concrète, je crois, est importante. Voilà. Qu'ils ont malheureusement pour le moment un assez petit fonds, parce que ils commencent. Et puis parce que les éditeurs sont assez méfiants. Prudents, ben oui. Toutes les librairies qui se constituent ne veulent pas donner des livres. Paraît-il, c'est assez compliqué le marché du livre. C'est très difficile, mais c'est quand même un pari, et peut-être qu'il faut le faire vivre, je pense. Une chose que m'avait expliqué il y a quelques années, 3 ou 4 ans, avant la fermeture de la librairie du Moniteur, un de ses animateurs, peut-être un de ceux qui ont fait la nouvelle librairie, c'est qu'ils avaient enregistré une perte considérable de leur vente pour une raison tout à fait inattendue, c'est que les inspecteurs des impôts, assez légitimement d'ailleurs, considéraient que les architectes n'avaient pas acheté des gros livres très chers. Et les déduire de leurs frais, parce que de toute façon ils ne servent à rien, ces livres, et qu'il y a tout sur internet, et qu'en fait ils ne lisent pas. Et donc ça s'était répandu, paraît-il, chez quelques inspecteurs des impôts de Paris. Et bon, mais instantanément, le Moniteur vendait moins de ces gros livres qui font cette librairie ne vivra peut-être pas uniquement de la vente et d'un chiffre d'affaires de vente, mais elle en a besoin. Est-ce que c'est un lieu d'animation? Est-ce qu'il faut qu'il soit soutenu comme tel? Enfin, c'est un vrai enjeu. C'est rue Notre-Dame de Lazaret. Hein. Oui. Vous tapez Volume et librairie. Voilà, on en reste là? On en reste là, donc. On en reste là. Et une petite phrase, donc, on m'a quand même demandé de faire une petite phrase pour vous inviter à fréquenter plus cette bibliothèque, qui est en effet extrêmement commode et extrêmement confortable, parce que le nombre d'ouvrages en libre accès est de combien? De 42 000 ouvrages en libre accès, ce qui est quand même une chose quand même tout à fait extraordinaire. Hein. Et puis pour signaler la prochaine conversation qui sera le 17 avril et qui aura pour thème les architectes des 30 Glorieuses, à partir d'un ouvrage sur Guillaume Gillet qui est paru il y a 6 mois peut-être, enfin il en paraît constamment, c'est dans cette collection des carnets d'architectes des éditions du patrimoine. Celui-ci est de Franck Delorme et il sera mis en regard avec 2 autres monographies, celle sur Bernard Zerfus et celle sur Louis Arech, qui ont été colligées ou écrites par Dominique Amouroux et Christine Desmoulins, qui seront là aussi. Et la modératrice était Éléonore Marantz, qui est une maître de conférence à Paris 1 en histoire d'architecture, qui est une spécialiste du XXe siècle. Voilà, ça c'est donc le 17 avril, qui est un jeudi. C'est aussi un jeudi. Voilà, merci.